Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. L'affaire Catherine Gardère. Un soir d'octobre 2014, à Échillais, en Charente-Maritime, Jean-François Gardère est inquiet. Sa femme, Catherine, est partie faire un jogging et elle n'est toujours pas rentrée. La nuit passe et toujours rien. Alors, dès le lendemain matin, des bénévoles ratissent les environs pour tenter de la retrouver. Son corps est découvert à quelques kilomètres de chez elle, à moitié dénudée. Elle a été violée et battue à mort. Dans la petite commune d'à peine 3000 habitants, c'est le choc. Que s'est-il passé? Catherine a-t-elle été victime d'un prédateur de passage? Ou bien le tueur est-il l'un des habitants du village? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Gendarmerie d'Oléron, en Charente-Maritime, mi-novembre 2014. Un jeune homme âgé de 22 ans se présente à une convocation. Il fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures déposée par son ex-petit ami. Lors de ses auditions, il reconnaît les faits et accepte que les enquêteurs prélèvent son ADN. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ce prélèvement de routine est sur le point de relancer de façon spectaculaire une affaire criminelle qui sème la psychose dans toute cette région. Tout commence à Échillais, en Charente-Maritime. Cette petite commune est proche de la ville portuaire de Rochefort. On est dans une région qui est quand même relativement calme, au bord de mer. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. On est au sud de Rochefort, c'est, on va dire, une petite banlieue un peu chic de Rochefort, voilà. On est relié à Rochefort par ce superbe monument qu'est le Transborder. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. Et c'est une petite ville de plus de 3500 habitants aujourd'hui, où, très franchement, il fait bon vivre. C'est ici, à Échillais, que la famille Gardère vit depuis toujours. Jean-François et Catherine forment un couple très uni, avec 2 grands-enfants. Donc il y a Jean-François le père, il y a les 2 filles et la mère. Tout le monde vit dans une maison assez cossue, confortable. On leur connaît pas d'histoire. C'est une famille discrète, une famille de bonne compagnie. Ce sont des gens bien, les Gardère. Catherine Gardère est âgée de 51 ans. Une mère de famille aimante et très soucieuse du bien-être des siens. En particulier d'Emma, sa cadette, et de Clotilde, sa fille aînée. C'est quelqu'un qui est très souriant. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Qui nous a toujours aidés à faire ce qu'on voulait faire, qui prend beaucoup de place dans notre vie. Voilà plusieurs années que Catherine Gardère travaille non loin d'Échillais, dans un laboratoire d'analyse médicale. Sa joie de vivre fait l'unanimité chez ses collègues. Catherine, c'est la collègue anti-morosité. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Parce que toujours le sourire. Catherine est quelqu'un de joyeux. Nous sommes toujours prêtes à avoir des bons fous rires. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Elle aime le contact, donc tout le monde l'aime beaucoup, oui. Catherine Gardère, une femme connue et appréciée de tous. À Échillais, on la croise souvent en train de s'adonner à son activité favorite.
Catherine Gardère, c'est une cinquantenaire qui porte bout. C'est une belle femme qui fait très attention à son corps, à son apparence. Et c'est vrai qu'elle pratique pas mal le sport, notamment la marche nordique, ce qui est un sport assez complet. C'était une de ses seules activités personnelles. Tout le reste, c'était pour les autres. Elle s'occupait beaucoup des autres. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Elle a une vie, oui, qu'on peut qualifier de parfaite, en tout cas très dynamique et dans le don de soi. Une famille très soudée, un travail qui la comble, une existence aussi discrète qu'harmonieuse. Tout paraît sourire à Catherine Gardère. Jusqu'au jeudi 2 octobre 2014. Il est 18h30 ce jour-là. Jean-François, le mari de Catherine, se gare devant leur maison d'Échillé. Monsieur Gardère rentre comme tous les soirs donc à son domicile et il constate que son épouse n'est pas là. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Il constate que ses chaussures ne sont pas là, que les bâtons de marche ne sont pas là. Il en déduit fort légitimement qu'elle est partie faire une marche nordique comme ils ont l'habitude de le faire. Mais, à mesure que les minutes passent, Jean-François commence à s'impatienter. Catherine, sa femme, a pour habitude de rentrer avant 18h. Il appelle son téléphone portable parce qu'il sait qu'elle part toujours avec son téléphone portable, justement par précaution. Et ce téléphone portable ne décroche pas. Personne au bout du fil. Le temps passe, et c'est là où la surprise va céder le pas à l'inquiétude. Alors c'est mon père qui m'appelle le jeudi soir, vers 19h30, en me disant qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Donc je me dis qu'il y a un problème. Après, quoi, j'en sais rien, j'espère que c'est pas grave, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Il est 19h30. Voilà 1 heure maintenant que Jean-François se demande où est son épouse. Je crois que c'est sur les coups de 20h qu'il se rend à la gendarmerie de Saint-Aignan pour indiquer qu'il était étonné que sa femme ne rentrait pas. La disparition de Catherine est immédiatement prise au sérieux par la gendarmerie. Et là, les gendarmes de la brigade de Saint-Aignan et de la compagnie de Rochefort déclenchent les recherches. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Ce qui est normal, puisque voilà, elle a disparu, il faut la retrouver le plus rapidement possible. La marcheuse aurait-elle été victime d'un malaise ? Routes de campagne, forêts environnantes, les gendarmes commencent à passer le secteur d'Échillé au peigne fin. Il y a une brigade nautique, il y a également une brigade cynophile. Il y a un dispositif mis en place qui est absolument énorme, ce qui prouve vraiment que la disparition a un caractère très inquiétant. « 3 octobre 2014, 8h du matin. La nuit s'est écoulée et toujours aucune trace de Catherine Gardère. Alors que l'enquête de voisinage démarre, la population, elle, s'interroge. J'ai commencé moi aussi très sérieusement à m'inquiéter Michel Gaillot, ancien maire d'Échillé. et à me demander pourquoi cette voisine n'était pas rentrée de cette sortie sportive. Elle n'avait aucune raison de fuguer, évidemment, de partir. On a des raisons légitimes d'être inquiets et de penser qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Il n'y a pas non plus le moindre signe d'elle dans les hôpitaux de la région. Reste à contacter un par un tous les membres de sa famille, ainsi que ses collègues du laboratoire. Et en effet, le lendemain matin, elle n'était pas là au travail. Là, par contre, j'ai eu un peu froid dans le dos. J'ai dit, si elle a été empêchée de ça, c'est que c'est très grave. Mon père m'a appelé, j'attendais qu'il me tienne au courant de ce qui se passait. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine.
Du coup, n'ayant pas de nouvelles le lendemain matin, moi je suis partie en voiture et je suis rentrée à Échillé. Clotilde Gardère, qui fait ses études à Toulouse, prend alors la route. Famille, amis, relations. Par le bouche à oreille, la nouvelle de la disparition de Catherine fait le tour d'Échillé. De nombreux habitants viennent prêter main forte aux enquêteurs et de nouvelles battues sont organisées. Donc les gendarmes ont été épaulés par une population active qui voulait savoir ce qui s'est passé. Il y a un véritable élan de solidarité qui se met en place de façon très spontanée. C'est vrai qu'il y a eu, de la part des habitants d'Échillé, une réaction absolument remarquable. Voilà plus de 12 heures que Catherine Gardère a disparu. Grâce à la population de la région, les recherches s'étendent partout autour de la commune, sans résultat. Mais en fin de matinée, tout s'accélère. Au début, c'est un bénévole qui trouve les premières traces dans un chemin blanc où il est effectivement étonné de constater qu'il y a une flaque de sang, avec ensuite des traces de traction sur le sol qui démontrent que quelque chose a été bougé, qui a été tiré. D'importantes traces de sang à même le sol. Ce bénévole alerte aussitôt les gendarmes et très vite, il tombe sur un autre indice, un peu plus loin, en lisière de forêt. Aucune confusion possible. Ce sont les lunettes de Catherine Gardère. Et là, ils se sont mis à rechercher un petit peu autour de ces lunettes. Ils sont rentrés dans le bois du chai, ils ont découvert Madame Gardère qui était appuyée sur un arbre, à moitié dévêtue. Puis le corps était partiellement enfoui sous des feuilles, maculé de sang, donc c'était quelque chose qui était assez dur. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Et sans rentrer dans les détails, mais c'était quand même atroce. Catherine Gardère ne respire plus. Son visage et son corps sont affreusement tuméfiés. La scène insoutenable que les gendarmes découvrent au pied de cet arbre ne laisse guère de place au doute. Il y a des flaques de sang partout. Et évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas une mort naturelle. Au vu des constatations, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un meurtre. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un crime absolument horrible. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte et confiée aux gendarmes. Catherine Gardère est presque méconnaissable. Elle porte à plusieurs endroits de très violentes traces de coups. Quant au mobile de ce crime, les enquêteurs doivent très vite se rendre à l'évidence. Vu comme on la découvre... Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Elle est allongée sur le dos, toute la partie du bas est dévêtue. Le soutien-gorge est remonté au-dessus de la poitrine. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Tout de suite, on pense à une agression sexuelle. Sans que les investigations aient encore pu donner le résultat, bien sûr. Mais on pense immédiatement à ça. Un crime à caractère sexuel. D'un seul coup, pour la gendarmerie, l'affaire prend une autre tournure. Pas question de laisser tomber le moindre indice ou le moindre détail au hasard. Toute la scène de crime, donc tous les alentours sont gelés, donc l'accès au chemin et au bois est bouclé. Les techniciens font un cheminement, donc ils partent du chemin jusqu'au corps. Leur premier travail, c'est de prendre les photos, de prendre des mesures. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers.
Et puis de faire différents prélèvements. Alors on prélève tout ce qui peut être indices, traces, style mégot, canette de bière. On met sous scellé pour les envoyer à l'analyse. Pendant que la police scientifique ratisse les lieux, la famille de Catherine Gardère est prévenue. Lorsque la nouvelle tombe, Clotilde, sa fille, vient tout juste de rejoindre le domicile familial. Mon père est arrivé, je ne sais plus quelle heure il était, il devait être 14h. Et j'ai vu sur la tête de mon père qu'on l'avait retrouvé. J'avais rarement vu mon père pleurer aussi, donc évidemment, on se demande... Enfin, on ne sait plus où on est, quoi. Moi, je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je me suis dit que là, c'était la fin de quelque chose, quoi. Pour Emma et Clotilde, les filles de Catherine, pour son mari Jean-François, le choc est terrible. Du jour au lendemain, la mort de cette mère de famille laisse un vide vertigineux. Elle prenait beaucoup de place dans toutes nos vies, donc du coup, d'un coup, en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de fin pour nous, en fait. Moi, je l'avais vue 3 jours avant. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. J'ai l'impression qu'elle est juste partie. Donc ça, déjà, c'est difficile de se mettre en tête qu'elle ne reviendra pas. Et il a fallu réapprendre à vivre différemment. L'émotion gagne également les habitants d'Échillais. Voisins, amis, collègues de travail de Catherine, tous sont horrifiés par les circonstances du crime. On a eu tous les détails, forcément. C'est un acharnement. Évelyne Pellerin, amie de Catherine. C'est un monstre qui se défoule complètement sur un pantin, en fait. Voilà. Je peux pas imaginer. C'est au-dessus de mes forces, ça. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Pour moi, c'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Imaginez ce que ça représentait comme horreur. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. D'apprendre qu'une habitante de son village avait été assassinée dans les bois que l'on connaît et qui sont plutôt des lieux ici de bonheur et de plaisir. Une mère de famille sauvagement assassinée, une petite ville traumatisée. Alors que la population cherche à comprendre, les enquêteurs, eux, misent beaucoup sur l'autopsie de la victime. Le médecin légiste conclut à une mort suite à des coups violents portés sur tout le corps, notamment au niveau de la tête. Son visage est tuméfié. Très vite, le médecin légiste constate aussi que ses côtes sont cassées. Elle a été l'objet d'une haine et d'une violence incroyable. L'examen médico-légal confirme l'extrême barbarie de ce crime. Catherine Gardère a été victime d'une avalanche de coups portés à main nue avant de succomber à un traumatisme crânien. Quant aux motivations du ou des meurtriers, les gendarmes avaient vu juste. Les prélèvements qui ont été faits au cours de l'autopsie ont permis de découvrir des traces de sperme. Et ce qui faisait guère de doute, au regard de la scène de crime, va être confirmé par les prélèvements. Catherine a été violée. L'autopsie réserve cependant une surprise aux enquêteurs. Le médecin légiste leur livre un élément nouveau qui va se révéler de la plus haute importance. Il parvient à isoler un profil génétique. Le premier réflexe des enquêteurs est bien évidemment de le confronter au fichier, et malheureusement, ça ne matche pas, comme on est dans le jargon policier. On ne sait pas à qui appartient cet ADN.
Un ADN inconnu parmi les millions de profils contenus dans le fichier des empreintes génétiques. Tandis que l'enquête piétine, le crime fait la une des médias régionaux. Trois jours après la découverte du corps sans vie d'une femme de 51 ans à Échillé, en Charente-Maritime, l'enquête commence. Peu d'indices, pas de suspect pour le moment. L'émotion ici reste vive. Échillé est une tranquille bourgade de 3400 habitants où Catherine Gardère menait une vie discrète, entourée de fidèles amis, des proches, aujourd'hui très choqués. Une affaire si terrifiante que l'onde de choc se propage au-delà de la région. Si bien qu'une semaine après le crime, la France entière découvre le visage de Catherine. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, une marche blanche était organisée cet après-midi à Échillé à la mémoire de Catherine Gardère. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent. En tête de la marche, les proches de la victime, ainsi que la plupart de ses collègues et amis. On était pratiquement toutes là, très recueillies, très dignes, un peu à l'image de la famille de Catherine. Dans cette marche blanche, ce qui se dégageait, c'est une énorme émotion. Il y avait véritablement une communion autour de la famille Gardère, et c'était beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je vis un moment aussi profondément intense de dignité et de recueillement à la mémoire de cette dame d'Échillé qui nous manque cruellement. C'est très dur. Un rassemblement que les gendarmes surveillent à distance, en toute discrétion. Car selon eux, dans ce genre de crime, il est parfois arrivé que l'assassin se glisse au milieu de la foule. Mais ils ne remarquent rien ce jour-là de véritablement suspect. C'était assez bizarre parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Moi, j'en connaissais pas la moitié. J'avais pas mal d'amis qui étaient là autour de moi. Et on avait un peu peur que la personne soit là. Parce qu'on s'imagine un petit peu tout et n'importe quoi. La peur à ce moment-là... Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'il y ait un détraqué, un criminel sexuel qui rôde dans la région et que ça recommence, que ça se représente. Et si le meurtrier venait à frapper à nouveau ? Plus de 8 jours après la mort de Catherine Gardère, la psychose s'étend inexorablement à toute la région. Tout le monde se sentait concerné. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos épouses, pour nos sœurs. Les gens ont pris conscience à ce moment-là que ça pouvait leur arriver. Des femmes étaient inquiètes de savoir qu'un tueur était dans la nature. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Et qu'on n'avait toujours pas arrêté. Il fallait trouver qui c'était assez rapidement. Malgré la pression qui s'installe, les gendarmes se heurtent à un obstacle. Cet ADN masculin, isolé sur la scène de crime, demeure inconnu. Alors ils décident de passer en revue toutes les hypothèses. Catherine Gardère aurait-elle été suivie à la sortie du travail ? On constitue des équipes qui sont chargées de contacter toutes les personnes susceptibles de donner un renseignement pour essayer de recréer son emploi du temps. Et le soir, un gendarme m'a téléphoné en me demandant, voilà, votre collègue, Catherine... Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Je la revois très bien. Elle a fini son travail à 12h30 ce jour-là, comme toujours, très souriante, très une petite rigolade avant de partir. Il est 15h lorsque Catherine quitte le laboratoire. Jusque-là, rien d'anormal. Par la suite, des voisins la voient regagner son domicile d'Échillé avant de le quitter un peu plus tard.
C'est un certain nombre de petits renseignements qui nous ont permis de dire qu'elle était partie aux alentours de 16 heures de chez elle, en tenue de marcheuse nordique avec ses 2 bâtons. Elle a pris donc le chemin pour pratiquer son sport de marche nordique. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Et c'est un parcours habituel des époux Gardère. C'est donc sur ce trajet de quelques kilomètres qui longe le canal de la Bridoire que tout s'est joué. Pour les gendarmes, le scénario est le suivant. Catherine Gardère a été attaquée sur le chemin, puis traînée dans les bois pour y être violée et battue à mort. Le crime de rôdeur est désormais l'hypothèse numéro 1. On a imaginé effectivement une mauvaise rencontre avec Dieu sait qui. Lee Takedmit, avocat de la défense. Puisque, encore une fois, le fait que les empreintes génétiques n'aient pas matché posait une vraie difficulté aux enquêteurs. Ils n'avaient finalement absolument rien à quoi se rattacher au tout début. Impossible pour les gendarmes d'exploiter le seul indice dont ils disposent, ce fameux ADN masculin. Il leur faut donc prélever les profils génétiques de tous les hommes qui fréquentent les lieux. Cette enquête est tout simplement en train de changer de dimension. On se dit, on va faire catégorie par catégorie. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Donc déjà, faire des contrôles tous les jours sur le chemin. Tous les hommes sont entendus et prélevés. Les gens qui font du cheval, les gens qui font du vélo, les gens qui courent. Et je crois qu'il y en a une centaine qui ont été analysés, sans résultat. Les comparaisons ADN se multiplient, mais toujours rien. Les gendarmes en sont pourtant persuadés. La clé du mystère se trouve ici, quelque part autour du canal de la Bridoire. Bref, il y a véritablement des investigations un peu tous azimuts pour avancer, puisque l'objectif, on l'a bien compris, c'est de faire matcher l'ADN. Qu'un crime comme celui-ci puisse frapper à la porte de ces gens à la vie si paisible peut s'entendre, mais qu'on ne parvienne pas à mettre la main sur le criminel. Il y avait quand même une espèce d'ambiance très très lourde dans les parages à la suite de ce crime. Partout dans le secteur, la psychose monte encore d'un cran. Surtout parmi les joggeurs et les promeneurs présents chaque jour aux alentours du canal. C'est clair qu'on ne voit plus les choses de la même façon. On va dans des lieux sécurisés, mais pas n'importe où et surtout pas toute seule. Avant, je marchais beaucoup ou je courais dans la campagne. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Maintenant, j'y vais plus du tout. Je vais en ville. Je m'arrêterai pas de vivre, je cours régulièrement, je cours 3 fois par semaine, donc... Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Après, oui, je fais attention. Je fais peut-être plus attention qu'avant, mais je continue ma vie et je m'arrêterai pas pour ça. La population doit se résigner à vivre dans l'angoisse. D'autant que l'enquête, elle, fait du surplace. Voilà 2 semaines déjà que Catherine a été tuée. C'est là qu'un témoin inespéré finit par se manifester. Il se souvient avoir remarqué quelque chose le jour du crime. Souvent, sur ce canal, il y a des pêcheurs, dont un qui indique aux gendarmes de façon explicite qu'il a bien vu une personne d'une 50aine d'années avec des bâtons de marche. Il va expliquer qu'il a vu Madame Gardère et qu'à un moment donné, un jeune pêcheur qui était au bord du canal l'aurait suivi. Un témoignage providentiel. Les enquêteurs tiennent enfin un début de piste. Ce jeune homme qui semblait suivre la victime. Mais par la suite, le témoin n'a rien noté de véritablement suspect. Et ce même pêcheur indique aux gendarmes qu'il a revu 3/4 d'heure après un jeune homme revenir donc sur ses pas, pêcher quelque temps, plier ensuite sa canne à pêche et repartir comme si de rien n'était.
Ah, il avait l'air tout à fait normal, oui. Il n'avait pas l'air perturbé, ni en train de courir, ni... Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Puisqu'il a repêché derrière avant de repartir d'où il était venu. Un détail interpelle les gendarmes. Le moment où ce jeune homme s'est absenté correspond très précisément à l'heure du crime. Aurait-il croisé la route de Catherine Gardère ? On a exploré beaucoup de pistes en pensant que c'était quelqu'un qui fréquentait ce bois-là. Et puis on se concentrait sur la fin, sur ce pêcheur. Donc évidemment, cet homme inconnu... Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Ce jeune homme devient immédiatement le suspect numéro 1. Mais personne, malheureusement, n'a revu le suspect dans les parages depuis le meurtre. Un portrait robot est établi, car les gendarmes espèrent que quelqu'un va finir par l'identifier. On ratisse comme d'habitude, et on ne trouve rien dans un premier temps. Mais dans cette affaire, les gendarmes vont avoir une chance extraordinaire, qui d'un coup va permettre de faire avancer l'enquête, mais de manière considérable. L'ADN va finir par matcher. Nous avons maintenant un nom Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Correspondant à l'ADN prélevé sur le corps de la victime. C'est le coup de théâtre. Voilà presque un mois que cet ADN masculin restait inconnu. Et là, miracle, le fichier des empreintes génétiques livre une information cruciale. Ce profil appartient à un habitant de la région, un certain Jérémy Tiberghien. Ce qui est dingue dans cette affaire, c'est la raison pour laquelle l'ADN de Jérémy Tiberghien est rentré dans le fichier. Ça n'a strictement rien à voir avec le décès de Madame Gardère. Lee Takedmit, avocat de la défense. C'est uniquement en lien avec des faits de violence conjugale pour lesquels une plainte avait été déposée contre lui. Les enquêteurs chargés du dossier Gardère n'en reviennent pas. L'ADN de ce Jérémy Tiberghien vient tout juste d'être intégré au fichier. Il lui a été prélevé dans une affaire de coups et blessures. Quant à son signalement, il colle parfaitement avec le portrait robot. Il correspond aux descriptions qu'en ont fait les 3 pêcheurs qui avaient vu cette espèce de garçon traîner dans le coin. Environ 25 ans, pêcheur, donc il entrait dans le profil du jeune homme qui suivait Madame Gardère. Toute cette histoire a basculé 4 jours seulement après le meurtre de Catherine. Visé par une plainte de son ex-compagne pour des violences, Jérémy Tiberghien était convoqué ce jour-là par les gendarmes de l'Héron. Cette île de Charente-Maritime est située à quelques kilomètres d'Échillais. Et donc, il décide d'auditionner Jérémy Tiberghien pour qu'il soit entendu sur cette affaire concernant son ancienne petite amie. Et un prélèvement ADN est effectué. Il y a un don du ciel, c'est-à-dire que Jérémy qui vient, qui est convoqué par la brigade de gendarmerie. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Pour toute autre chose, accepte le prélèvement ADN sur lui. Ayant donné son ADN et dans l'attente de son procès pour violence conjugale, il est remis en liberté, mais pas pour très longtemps. Car du côté de l'enquête criminelle, les gendarmes savent qu'il s'agit là d'une avancée décisive. Et puis, le profil de ce Jérémy Tiberghien a de quoi les intriguer. On a fait ce qu'on appelle son curriculum vitae, donc son environnement auprès
des personnes qu'il a fréquentées, de la famille, des amis, du travail. C'est un très jeune homme d'une vingtaine d'années, un jeune homme sans histoire réellement particulière sur le plan judiciaire, j'entends. Donc on sait qu'il travaille dans un centre hippique à côté de la Tremblade. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Donc il vit juste à côté du canal. Un suspect qui réside à 2 pas des lieux du crime, ses témoins qui le reconnaissent formellement, et surtout, cet ADN qui le désigne comme possible meurtrier. L'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Jérémy Tiberghien est interpellé par la gendarmerie. Arrestation hier matin d'un homme soupçonné du meurtre d'une randonneuse dont le corps avait été retrouvé il y a un mois. Suite de l'affaire du meurtre de la marcheuse d'Échillé en Charente-Maritime, un suspect arrêté hier matin est toujours en garde à vue. 21 novembre 2014, 6 semaines après le meurtre. Comme toute l'opinion publique, la famille de Catherine Gardère découvre le nom et le visage de Jérémy Tiberghien. Et là, ce qui m'a choqué, c'est son âge. Je me suis dit, 22 ans. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Il est plus jeune que moi. Là, je comprends pas. Là. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs prennent beaucoup de pincettes. Ils nous disent pas ce qu'il dit. On sait juste qu'il est en garde à vue. On cherche des informations, mais on n'en a pas trop. Section de recherche de la gendarmerie de Poitiers. Jérémy Tiberghien est interrogé depuis 24 heures par les enquêteurs. Jusque-là, rien ne filtre de ses auditions. D'autant que le suspect l'affirme, il ne sait rien sur la mort de Catherine Gardère. Au départ, il nous dit qu'il ne sait pas pourquoi on l'interpelle et tout, donc on attaque les faits. Il nous dit qu'effectivement, il a été pêché, qu'il a croisé personne. Qu'il pêchait bien au canal de la Bridoire, mais à l'opposé de l'endroit où Madame Gardère a été trouvée. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Qu'il n'a jamais mis les pieds dans le bois du Chai. Je ne sais pas exactement pourquoi vous me posez ces questions et pourquoi vous m'interrogez sur ce crime. Je suis complètement étranger à cette histoire. Pourtant, les témoins sont tous formels. C'est bien lui qu'ils ont vu pénétrer dans ce bois alors qu'il emboîtait le pas de la future victime. Sans relâche, les gendarmes continuent de l'interroger sur cet après-midi où il prétend ne s'être adonné qu'à 2 activités, la promenade et la pêche. Mais progressivement, le jeune homme commence à vaciller. Il est pas bête, Jérémy. Il comprend vite les choses. Il reconnaît donc à minima, il est obligé de reconnaître qu'il était sur place. Mais il va falloir des heures et des heures Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Aux enquêteurs pour le mettre devant la preuve, l'évidence. On a ton ADN. Les gendarmes abattent leur carte maîtresse. Son ADN a été trouvé sur la victime. Un élément déterminant qui achève de déstabiliser le suspect. Donc il est quand même assez perturbé pendant l'audition, parce qu'il se met beaucoup à sangloter. Effectivement, lorsqu'il va être confronté à des éléments qui sont des éléments importants du dossier. Lee Takedmit, avocat de la défense. Contre lesquels il est compliqué de se battre, il va finir par reconnaître être l'auteur de ce crime. Les gendarmes tiennent enfin des aveux. Mais que s'est-il vraiment passé cette fameuse après-midi? Voilà le récit que Jérémy en fait. Il explique être arrivé sur place, près du canal, avec sa canne à pêche. Très vite, il croise quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une femme, âgée d'une 50aine d'années. Ce qu'il va expliquer, c'est qu'effectivement, il voit cette femme passer,
et que pour une raison qu'il ne parvient pas à s'expliquer, il va décider de la suivre. Il indique qu'il s'est mis à courir. Charles-Emmanuel Andro, avocat des parties civiles. Et arrivé à sa hauteur, il lui a asséné un très violent coup de poing sur la tête. Celle-ci tombe au sol et il y a une flaque de sang qui apparaît immédiatement. Sous la violence du coup, la mère de famille tombe inconsciente. À partir de là, son agresseur raconte l'avoir traînée hors du chemin pour se mettre à l'abri des regards. Il la tire dans le bois, il lui met des coups de pied dans la figure, sur le corps et tout. Il la positionne sur le ventre, il la retourne, la déshabille, se met sur elle et la viole, quoi. Il va décrire la scène de viol, qui est terrible. Hein. On est face à... on est face à une scène vraiment bestiale. La scène dure, on ne sait pas combien de temps. Face aux gendarmes, Jérémy Tiberghien ne met aucun détail de la scène. Sa confession se fait de plus en plus glaçante. Il va de nouveau la frapper. Et il va la frapper jusqu'au-delà de l'inconscience, puisque lui-même va le dire, il va dire « elle n'était pas morte, mais c'est comme si je l'avais laissée pour morte ». Catherine Gardère ne reprendra jamais connaissance. Son corps sans vie sera découvert le lendemain matin, au pied d'un arbre. Pourquoi un tel déchaînement de violences meurtrières ? Alors que le suspect vient de passer aux aveux, le procureur de la République fait une déclaration officielle. Le mis en cause évoque à cette heure une pulsion et dit ne pas comprendre le pourquoi de son crime, dont la motivation paraît d'emblée de nature sexuelle. Il a également indiqué qu'il avait agi seul, ce qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'infirmer. 24 novembre 2014. Jérémy Tiberghien est placé en détention provisoire. Après des semaines d'angoisse et d'incompréhension, les proches de Catherine Gardère commençaient à perdre espoir. Ça a été à la fois un soulagement. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. Et en même temps, un nouvel effroi de savoir que c'était un jeune qui avait commis ce crime dans ce bois. J'étais bien contente qu'on ait pu le retrouver. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Parce que j'avais peur dès le départ que ça reste un crime pas élucidé, quoi. J'ai eu tout de suite le réflexe de chercher sur Facebook. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Et c'est là que j'ai découvert, un jeune homme ordinaire, totalement ordinaire. Il n'a rien de particulier. Le meurtre de Catherine Gardère est élucidé. Pour autant, certaines interrogations restent sans réponse quant à Jérémy Tiberghien. Qui se cache derrière ce jeune homme, a priori sans histoire ? Pourquoi a-t-il commis un meurtre d'une telle sauvagerie ? Son profil sur le plan social, familial, est assez décalé par rapport au crime qu'on a constaté lorsqu'on a retrouvé le corps de Mme Gardère. On ne comprend pas comment ce gamin de 22 ans peut avoir pété un plomb à ce point-là, quoi. Alors donc, on va commencer à faire l'entourage. Enfance, famille, relations, tout dans son existence est passé au crible par les enquêteurs. Une histoire presque banale, quoique marquée par un parcours familial chaotique. Son histoire de vie commence de manière particulière. Catherine Amédreau, expert psychologue. Sa mère tombe enceinte
Elle part à La Réunion, il naît à La Réunion dans le secret du père, donc le père n'est pas au courant. C'est-à-dire il se sent plutôt miséreux malgré tout, hein. Miséreux, laissé pour compte. Il n'est pas très sociable, il n'a pas de potes, il n'a pas de copains. Il fait un peu attention à lui, il aime bien se coiffer. On le voit hein, sur les photos, il fait un peu gaffe à son apparence physique. Pour finalement pratiquer la seule activité qu'on lui connaisse, c'est-à-dire draguer des filles. Jérémy arrive en métropole à l'âge adulte pour chercher du travail. C'est là qu'il noue plusieurs histoires sentimentales avec des jeunes femmes. Toutes sont interrogées et toutes dressent le même portrait de lui. Le rapport à la femme est un rapport tendu, de conflit, de rivalité. Toutes les copines qui ont eu affaire à Jérémy Tiberghien Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. ont eu affaire à un homme violent qui, dès qu'il était contrarié, devenait violent avec ses copines, voire très très violent. Interrogé par le juge d'instruction, Jérémy Tiberghien ne peut que reconnaître ses accès de violence, tout en les justifiant par ce qu'il aurait vécu dans son enfance. On comprend très très vite qu'il y a un grand vide intérieur, il y a des manques qui sont là. Il laisse comprendre qu'il a reçu de nombreux coups. Des témoins viendront l'attester. Jérémy était bien un enfant battu. D'après lui, c'est même là qu'il faut chercher les raisons de son déchaînement de violence. D'ailleurs, concernant le meurtre lui-même, il décide de livrer une nouvelle version des faits. Il dit pareil qu'il suit Madame Gardère. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Mais qu'une fois qu'il arrive derrière elle, c'est elle qui se retourne et qui lui donne un coup de bâton. Celle-ci est prise par une espèce de mouvement de sursaut, probablement par la peur, et que c'est ce coup porté avec le bâton qui va déchaîner sa fureur. Face au magistrat, Jérémy Tiberghien est catégorique. Il n'aurait fait que répondre à cette supposée agression par la violence jusqu'à commettre l'irréparable. Et du coup, je me suis énervé. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et je suis allé trop loin. Je l'ai laissée pour morte. Pour lui, c'est... Alors je vais exagérer, mais entre guillemets, la légitime défense, quoi. Un acte qui, selon lui, donc, s'apparenterait à de la légitime défense. Et quand le jeune homme est questionné sur l'extrême violence du crime, il avance là encore une explication. J'ai dû sortir de moi-même pour commettre cet acte. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Donc c'est pas vraiment moi. Moi, je suis pas comme ça. Ou si je l'ai été à ce moment-là, ça s'explique par les traumatismes. Et qu'on le veuille ou non, c'est un môme qui a été cassé par la vie, qui a été cassé par l'éducation qu'il n'a pas reçue comme il aurait dû la recevoir. Il va du coup inverser son système de défense et dire « mais je n'ai rendu que la violence que j'ai subie ». Alors, les jurés de la cour d'assises lui accorderont-ils, lui ou non, des circonstances atténuantes ? Tribunal de Saintes, en Charente-Maritime, 4 septembre 2017. 3 ans ont passé depuis la mort de Catherine Gardère. Sa famille, ses voisins d'Échillé, ses amis du travail sont là, au grand complet. Face à eux, Jérémy Tiberghien, 25 ans, seul dans le box des accusés. J'y vais pour voir quelle personnalité et qui a pu faire ça. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. En me disant, de toute façon, ça la ramènera pas. Donc, après, le pourquoi... Je voulais savoir justement dans quelles circonstances exactement. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Elle avait été tuée pour savoir en fait ce qu'elle avait vécu. Et moi, je venais chercher ma réponse. L'accusé sait qu'il risque gros. Jusqu'à 30 ans de prison pour viol et homicide volontaire.
Au premier jour d'audience, tout le monde se presse pour voir le dangereux tueur du canal. Il baisse les yeux tout le temps. Il baisse les yeux, il est très effacé, il parle pas beaucoup. Il s'exprime pas trop. Je pense qu'il se rend pas compte de ce qu'il a fait en fait à ce moment-là. Il y a un côté tout à fait singulier dans son comportement. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Qui est extrêmement blessant pour les victimes parce qu'il n'y a pas d'affect. C'est vraiment la froideur du serpent. Il n'y a pas de bonne attitude à avoir. Si vous présentez des excuses, on va dire que c'est calculé pour essayer d'apitoyer les parties civiles et d'obtenir un jugement de leur part qui serait moins sévère. Lee Takedmit, avocat de la défense. Et par effet miroir, un jugement de la cour d'assises qu'il serait également. C'est là que son avocat tente le tout pour le tout. Il invoque tout d'abord son passé d'enfant battu, mais surtout, son client, dit-il, a des révélations à faire sur un autre traumatisme. Il prétend avoir été violé par une personne alors qu'il avait 5 ans sur le chemin de l'école à La Réunion. Et donc, il considère que ce viol est finalement l'explication à la mort de Catherine. Une histoire impossible à vérifier. Mais le procès est peut-être en train de basculer. Cette ligne de défense provoque la stupeur sur le banc des parties civiles. Ça me met en colère parce que... Dominique Torrent-Boiron, ami de Catherine. À chaque fois, on essaie de donner des excuses. Une enfance difficile n'est pas une excuse pour moi. Toutes sortes d'excuses parce qu'on aurait eu un père violent. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. Que l'on aura vécu des sévices sexuels, qu'on connaît presque ses arguments par cœur. Ce que j'ai entendu ne m'explique absolument pas l'horreur de ce qu'il a fait. Un crime d'une extrême violence que les jurés de la cour d'assises gardent à l'esprit. En particulier, lorsque Emma et Clotilde, les 2 filles de Catherine, s'avancent à la barre. Ils ont parlé de leur mère, la larme à l'œil, comme étant, voilà, maman, c'était ça, c'était. Et déjà, parler de leur mère au passé, c'est quelque chose qui était bouleversant. Et je pense que le message est bien passé dans l'esprit des jurés, où ils ont bien compris ce que c'était qu'une maman qui disparaissait dans ces conditions, et que le quotidien en était complètement bouleversé. On vit différemment, en fait. Ça a été difficile... Ça a été très difficile au tout début pour reprendre des repères, en fait. Parce que tout change. Et c'est vrai qu'à la maison, au lieu de 4, on est 3, et quand on rentre, c'est plus pareil. C'est différent. Des paroles qui résonnent encore lorsque Jérémy Tiberghien se lève. Dans un silence de mort, il s'adresse une dernière fois à la famille de sa victime. Il fait des excuses à demi-mot. Mais il ne regarde pas, il n'ose pas, donc il s'excuse rapidement à la fin, à demi-mot. Les jurés seront-ils plus sensibles aux arguments de l'accusé ou aux témoignages si émouvants des filles de la victime? Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. Jérémy Tiberghien est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Une peine confirmée lors de son procès en appel. Aujourd'hui, à Échillais, même si la justice est passée, les cicatrices sont toujours là. Malgré les années qui ont défilé, le souvenir de Catherine hante encore toutes ses amies, restées inconsolables. C'est vrai qu'on l'a dit avec les collègues, il y a un avant et un après. Parce qu'à l'époque, on était une équipe très soudée et oui, ça nous manque parce qu'on riait beaucoup avec elle.
On a tellement bien ri ensemble que oui, je ne peux pas penser au laboratoire sans elle. Pour moi, à la limite, elle est toujours vivante. Même sentiment dans l'entourage de Catherine Gardère. Pour Clotilde, sa fille aînée, comme pour toute sa famille, il est difficile de tourner véritablement la page de cette tragédie. Je sais pas si j'ai fait mon deuil ou pas. Je sais pas, c'est compliqué de dire comment on fait son deuil en fait. J'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment on fait. Je me dis juste qu'elle est plus là pour toutes les étapes qui nous restent à vivre, mais après je sais pas si j'ai fait mon deuil. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Raphaël Lomoro. Raphaël Lomoro a exercé 1000 métiers, jusqu'à ce qu'il choisisse de partir cultiver la vanille à Madagascar, bien résolu à changer de vie. Mais quelqu'un en a décidé autrement. En 2006, il disparaît corps et âme, laissant sa famille en France sans nouvelles. Les enquêteurs pensent d'abord à un règlement de compte entre exploitants agricoles, car à Madagascar, les différends peuvent parfois se régler de façon un peu expéditive, mais en poursuivant leurs investigations, ils vont découvrir que finalement, la France peut s'avérer aussi dangereuse qu'une île à l'autre bout du monde. L'affaire Raphaël Lomoro, un nouveau podcast de Chronique criminelle. Aéroport de Tananarive, capitale de Madagascar. Le 14 décembre 2006, un passager s'apprête à embarquer dans un vol à destination de Roissy-Charles de Gaulle. Ce Français de 46 ans, parti faire fortune sur cette île paradisiaque, voyage seul. Comme chaque année, il doit passer les fêtes de Noël auprès de sa femme et de ses enfants. Mais après son arrivée sur le sol français, ce père de famille se volatilise sans la moindre explication. C'est le mystère le plus total. De l'est de la France à l'océan Indien, pour les hommes de la gendarmerie, c'est le début d'un jeu de piste criminel que personne n'aurait imaginé. L'histoire commence 6 ans plus tôt, au début des années 2000, à 9000 km de Madagascar. Folklin, en Moselle, est une petite commune ouvrière de 1200 habitants, proche de Sarreguemines. Alors Folklin, Sarreguemines, c'est une région d'anciens bassins miniers de la houille. Virginie Selvetti, journaliste. À la frontière allemande, ce sont des villages assez pavillonnaires. On a un taux de chômage élevé, alors même si ça reste verdoyant. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une région qui est vraiment marquée par les mines, par la houille. Grâce à l'exploitation du charbon, de nombreuses familles étrangères se sont installées dans la région. Parmi elles, les Lomoro, dont les parents sont arrivés d'Italie dans les années 50. Une fratrie qui compte 13 enfants. Ils font partie de cette immigration italienne qui s'est installée dans la région.
À l'époque, on avait besoin de bras pour le commerce et l'extraction de la houille. Raphaël Lomoro est l'une des figures de cette famille nombreuse. Comme tous les hommes autour de lui, Raphaël a toujours travaillé dans la mine. Il fait la fierté de Mariette, l'une de ses sœurs, dont il est très proche. C'est quelqu'un de travailleur déjà, il sait tout faire de ses 10 doigts. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. D'assez fort, donc lui travailler au fond, ça lui faisait pas peur. Il est allé, comme tous les mineurs d'ailleurs. C'est un mec qui a le sang chaud, qui mâche pas ses mots, mais il est décrit presque comme, dirait, un gros nounours, en fait. Tout le monde le décrit comme, l'homme bourru au grand cœur. Et tous ses frères et sœurs le décrivent vraiment comme le motard, le beau gosse italien. Il a une vraie force de séduction. Il plaît beaucoup, effectivement c'est un bon vivant, et il plaît aux femmes surtout. Raphaël Lomoro multiplie les conquêtes féminines. Jusqu'en 1983, à 22 ans, lors d'une soirée en discothèque, il fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme. Entre Raphaël et Simone, c'est le coup de foudre. Il nous avait raconté qu'il avait connu une fille qui était sympa, patati patata. Elle insistait pour le revoir. Bon, ils se sont revus et puis voilà. Ils se sont installés ensemble en 89, ils ont acheté une maison, il a retapé toute sa maison à Folklin. Ensemble, Simone et Raphaël ont plusieurs enfants. 5 filles et un garçon. Une grande famille, un couple heureux, malgré des revenus modestes. Ainsi va le quotidien des Lomoro. Simone Lomoro est une femme introvertie, qui parle peu, qui a finalement assez peu d'amis. Simone est une personne très, très douce. Dominique Rondu, avocat de la défense. Aimante à l'égard de ses 6 enfants, n'ayant qu'une seule obsession, les protéger, les éduquer. Simone Lomoro, une femme au foyer exemplaire, entièrement dévouée au bien-être des siens. Mais au début des années 2000, changement de décor. Les mines de Lorraine ferment les unes après les autres. Toute la région se retrouve progressivement sinistrée. Comme beaucoup de mineurs de fond, Raphaël Lomoro, le chef de famille, n'a plus que le chômage pour seul horizon. Raphaël sait qu'il va devoir changer d'activité professionnelle. Son métier de mineur va s'arrêter. Il a à peine 40 ans, qui est jeune. C'est un homme qui, à un moment donné, rêvait d'un ailleurs. Il y a des gens qui sont des aventuriers, qui ont peut-être un peu marre de l'habitude du quotidien. S'il n'a jamais quitté le bassin minier, Raphaël est un aventurier dans l'âme. Alors quand des amis lui parlent pour la première fois de Madagascar, il s'émerveille. Une île paradisiaque où les chances de réussir seraient nombreuses, notamment dans la culture de la vanille. Et ils expliquent que là-bas, les gens qui se lancent dans le commerce de la vanille sont en train de faire fortune, un business hyper lucratif. Beaucoup de Français qui sont partis là-bas ou restés là-bas ont bien gagné leur vie en cultivant la vanille. Faire fortune dans le négoce de la vanille. En 2003, Raphaël effectue un premier voyage de reconnaissance à Madagascar. Et quand il revient en Moselle, il est décidé à tenter l'aventure. Il est tombé amoureux, fou du pays tout de suite, et de là, tout est parti. Disons que les anciens mineurs, avec la fermeture des houillères du bassin de Lorraine, ont bénéficié de fonds de reconversion. Martial Gagneux, avocat des parties civiles. Raphaël s'est servi de cet argent-là pour envisager cette nouvelle carrière d'agriculteur à Madagascar. C'est quand même un comportement assez radical. Il va quitter sa famille 10 mois sur 12 quand même. Il ne fait pas venir sa femme et ses enfants. Il vit clairement son truc.
Été 2004. Alors que sa famille est restée en Lorraine, Raphaël pose ses valises à Madagascar. Il s'installe dans la ville de Tamatave, sur la côte est de l'île. Avec ses 2 millions d'habitants, cette cité portuaire est la 2e agglomération du pays. On est à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale, à Tananarive. Et là, il va réussir à acheter un terrain d'1 hectare, quasiment en bord de mer. Ce qui est certain, c'est que le business de la vanille est tellement lucratif qu'il espère se faire 60 000 € par an. Et dans son idée, c'est de vraiment faire fortune pour mettre sa famille à l'abri du besoin pendant des années. Mais pour y parvenir, il lui faut s'entourer de personnes de confiance. C'est là qu'il rencontre Francis, un jeune malgache qui devient rapidement son bras droit. Les expatriés, ils sont ici pour les vacances. Mais lui, il a des autres objectifs. Francis Arisoa, collaborateur et ami de Raphaël Lomoro. Pour lui, c'est son avenir qui est en jeu. Donc, comme il est arrivé à Madagascar, il voulait évoluer et refaire sa vie. Donc, il fait tout son possible pour réussir dans sa vie. En quelques mois seulement, le rêve de Raphaël devient réalité. Le voilà bientôt à la tête d'une exploitation florissante. Ses salariés sont sous le charme de ce patron venu de l'autre bout du monde. Il commence à apprendre notre langue et jouer, même quand il a vu des enfants sur la route, donc il s'arrête, il parlait avec leurs parents, il joue avec. Et c'est pour ça qu'il est apprécié, parce que lui, c'est un homme qui savent prendre le cœur des autres. Ainsi s'écoule la nouvelle vie de celui que tout le monde ici surnomme le Malgache blanc. C'est à cette époque que Raphaël fait la rencontre de la sœur de Francis, son fidèle collaborateur. Mireille a 15 ans de moins que lui. Elle est immédiatement séduite par Raphaël. Il fait plaisir à voir Raphaël. Et il aime bien discuter, il aime les gens, il aime plaisanter. Mireille Arisoa, compagne de Raphaël Lomoro. Il est gentil, il fait des cadeaux, il prépare à manger pour moi. Il est un homme très très attentionné. Entre Mireille et Raphaël, c'est une complicité de chaque instant. Ils enchaînent les voyages aux 4 coins du pays pour développer le commerce de la vanille. Les 2 amoureux travaillent désormais main dans la main. Il m'a parlé des projets, alors ça me plaît. C'est ça, c'est comme l'or noir, la vanille, parce qu'on gagne beaucoup d'argent si les récoltes sont bonnes. Il fait son travail et en même temps, il gère son temps pour passer du temps avec sa famille. C'est ça qu'il fait. Le couple file le parfait amour, à tel point que Raphaël fonde une 2e famille à Madagascar. Mireille, sa compagne malgache, lui donne 2 enfants. Il est là, bébé ours, il est là. Hop là. 2 beaux garçons qui font le bonheur de Raphaël. Une nouvelle vie dont Simone, sa femme française, ignore absolument tout. Simone, qui continue d'élever seule leurs 6 enfants dans leur maison de Folklin. Un quotidien ingrat, malgré l'argent que son mari lui envoie régulièrement. C'est Simone, son épouse qui est mère au foyer, qui s'occupe de tout. Virginie Selvetti, journaliste. Et lui mène sa vie à l'autre bout du monde. Ça se passait très bien avec Simone. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. Elle avait compris que l'argent allait rentrer, que voilà, tout allait bien pour elle.
Simone ne sait rien de la double vie de Raphaël. Elle s'est résignée à ne plus voir son mari que 2 fois par an, même si celui-ci n'a jamais coupé les ponts avec les siens. Il appelle très souvent sa famille quand il est à Madagascar. Il donne vraiment des nouvelles. Il appelle énormément ses frères et sœurs. Il appelle ses enfants. Ses enfants lui manquent et c'est pour ça qu'il revient à Noël les bras chargés de cadeaux. Et tous les étés, il revient 2 mois entiers où il profite pleinement de sa famille. Raphaël Lomoro a donc 8 enfants. 6 en France, issus de son premier mariage, et 2 autres nés à Madagascar. Il partage secrètement son existence entre ces 2 foyers à 9000 km de distance. Mais son histoire bascule à la fin de l'année 2006. Tamatave, sur l'île de Madagascar. 14 décembre 2006. Raphaël est à l'aéroport. Il est sur le point de quitter son 2e foyer, comme chaque année, afin de passer les fêtes de Noël en France. Les jours de son anniversaire, il a quitté la maison. Je lui ai déposé à l'aéroport. Les lendemains, j'ai pas de nouvelles de lui. C'est pas son habitude. J'étais étonnée. Il m'appelle tous les jours. Tous les jours, il m'appelle. Donc, j'ai appelé son téléphone. C'était messagerie. Étrangement, Mireille n'a plus aucune nouvelle de Raphaël. Alors que la famille malgache se pose des questions, même étonnement dans la région de Folklin en Moselle, surtout pour sa sœur Mariette. Elle s'attendait à ce que Raphaël la contacte dès son arrivée. Mariette est inquiète. Elle appelle sa belle-sœur Simone pour lui demander des nouvelles. Il avait l'habitude de téléphoner. Voilà, donc je vois pas d'appel, rien, j'appelle Simone. Je lui dis, écoute, mon frère n'a pas appelé et tout. Il me donne pas de nouvelles. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Et son téléphone, bah non, ça sonne dans le vide, je comprends pas, ça sonne même plus. Et c'est là qu'elle me dit qu'il est venu le 15 décembre, qu'il est venu sur la capitale et que il a fait ce qu'il avait à faire et il est reparti sur Madagascar. Simone rassure Mariette. Raphaël, dit-elle, n'a fait qu'un bref aller-retour en France. Il a réglé des affaires à Paris avant de reprendre directement l'avion pour l'océan Indien. Mariette est très étonnée par cette explication. Ah bon? Chose qui m'étonne parce que lui, s'il vient, c'est pour voir ses enfants, c'est pour voir sa famille. C'était pas possible qu'il soit venu. J'ai dit bon, il est reparti sur Madagascar, c'est qu'il a dû avoir un problème. La famille se dit que peut-être il était coincé dans ses cultures, qu'il a eu beaucoup de travail, il s'imagine des tas de choses. Pour ses proches, Raphaël est donc rentré précipitamment à Madagascar. Pourtant, son téléphone bascule toujours sur messagerie. Le réveillon de Noël passe, puis la soirée du Nouvel An, et toujours rien. Pas le moindre appel de Raphaël. Il avait l'habitude d'appeler quand même pour souhaiter joyeuses fêtes et tout ce qui s'ensuit. Donc j'appelle Simone, je lui demande, elle me dit non. Et ils n'ont plus eu un coup de fil, pas une lettre, rien. Raphaël n'a pas donné signe de vie depuis le mois de décembre et ça ne lui ressemble pas du tout. Février pareil, mars, c'est pas possible. Il m'a pas appelé pour mon anniversaire. Alors qu'il n'oubliait jamais. Il n'a pas appelé pour l'anniversaire de mon fils aîné. Il ne l'a jamais oublié. Il ne m'a pas appelé. Je lui dis, c'est quand même dégueulasse de sa part. Je lui disais, mais attends, c'est pas normal. Il est toujours dans la brousse. Ce que la sœur de Raphaël ignore, justement, c'est qu'une autre famille est rongée par l'inquiétude. Sa compagne, Mireille, et ses 2 enfants, qui l'attendent depuis des mois,
dans sa plantation de vanille à Madagascar. Non, il n'a jamais revenu. J'ai pas eu ses nouvelles. Il n'a jamais m'appelé. Mireille Arissoa, compagne de Raphaël Lomoro. Peut-être il m'aime plus, il nous aime plus, peut-être, je sais pas. Je crois qu'il voulait m'abandonner comme ça, carrément. C'est tout. Ma sœur, elle a beaucoup souffert. Francis Arissoa, collaborateur et ami de Raphaël Lomoro. Quand il est parti comme ça, parce que elle a sacrifié sa vie pendant des années à travailler. Il laissait en plus des enfants dans les bras. On pensait en colère qu'il abandonnait notre sœur. Mais comment on peut réagir tant que frère? C'est normal quand même. Début de l'été 2007. Pour les uns, Raphaël serait en France. Pour les autres, à Madagascar. Ce malentendu va ainsi durer 6 mois. Mariette, sa sœur, a déjà remué ciel et terre. Alors le 17 juin, toujours sans nouvelles, elle se décide à pousser les portes de la gendarmerie. Et là, les gendarmes lui disent bah oui, mais enfin bon, il est adulte. Virginie Selvetti, journaliste. Ça va être un peu compliqué de lancer une enquête. Bah presque rionné, hein, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. Peut-être il est parti avec quelqu'un d'autre. Non, impossible. Je connais mon frère. Il va falloir que Mariette insiste pour qu'enfin ça remonte en fait au procureur et que ça soit considéré comme une disparition inquiétante. Et à partir du moment où on est dans une disparition inquiétante, l'enquête peut réellement commencer et les gendarmes chercher des éléments tangibles. Un homme qui s'évapore alors qu'il devait venir passer les fêtes en famille. La priorité pour les enquêteurs, inspecter les listes de passagers des vols entre Madagascar et Paris. C'est là qu'ils font une première découverte. Le 15 décembre 2006, Raphaël Lomoro a bien atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 7h40. Donc, il a un billet via la compagnie Air France. Ce billet, il l'a effectivement utilisé, puisqu'il a été même pointé par la douane. Par contre, son billet de retour n'a jamais été utilisé. C'est déjà en soi un premier indice inquiétant. Pour les gendarmes, c'est désormais une certitude. Raphaël n'a jamais repris l'avion pour Madagascar. Il aurait pourtant dit à sa femme, Simone, qu'il repartait là-bas. Pour sa sœur Mariette, en tout cas, voilà qui change tout. C'est donc en France qu'il lui serait arrivé quelque chose. Mais quand j'ai appris qu'il n'était pas rentré sur Madagascar, ça m'a fait tilt tout de suite. Il a cessé de donner signe de vie à partir du moment où il a posé le pied sur le sol français. Raphaël étant un garçon un peu aventureux. Martial Gagneux, avocat des parties civiles. Un peu tête brûlée, donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et fort logiquement, d'une disparition inquiétante, on passe à une disparition suspecte. Pour les enquêteurs, une disparition d'autant plus suspecte que les relevés d'appel de Raphaël sont formels. Son téléphone cesse d'émettre juste après son arrivée à Roissy-Charles de Gaulle. Sa femme Simone, venue le récupérer à l'aéroport ce matin-là, serait donc la dernière personne à l'avoir vu. Elle est convoquée comme témoin à la gendarmerie. Donc elle est interrogée et elle dit... Dominique Rondu, avocat de la défense. Oui, effectivement, Raphaël m'a téléphoné quelques jours avant le 15 décembre. Il m'a demandé de venir le chercher à Roissy. Elle est arrivée à l'aéroport aux alentours de 7h du matin. Elle était accompagnée de sa fille, Samantha, qui a 17 ans.
Toutes les deux ont tourné pendant 2 heures dans l'aéroport jusqu'à ce que Raphaël sorte en retard et très énervé. Face aux enquêteurs, Simone poursuit son récit. Elle raconte qu'en débarquant à Roissy, Raphaël était vraiment d'une humeur exécrable. Et puis très vite, il s'en serait pris à sa femme en lui disant « Bah dis donc, tu t'es fait refaire la salle à manger », ce qui voulait dire qu'elle avait un nouveau dentier. Il s'en serait pris à sa fille en lui disant qu'elle servait à rien. Donc Simone dit qu'ils se sont engueulés et que... Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Immédiatement, d'énervement, il claque la porte et il disparaît. Et il ne donne plus de nouvelles. Et elles seraient rentrées toutes les deux à Folklin sans plus jamais avoir de nouvelles. Après tant d'années à vivre loin de Raphaël, explique Simone, c'était la dispute de trop. D'ailleurs, délaissée depuis si longtemps, elle a tiré un trait définitif sur son mari pour ne plus se consacrer qu'à son foyer. N'oublions pas que ça fait des années qu'elle est seule maintenant, ça fait 5 ans qu'elle est seule à assurer le rythme, les courses, etc. Il y a énormément de boulot, il y a 6 gamins. Ce couple a dû fonctionner presque normalement pendant un petit moment, et puis peut-être aussi que le temps aidant, le Moreau a pris beaucoup d'ascendant, a eu une attitude très égoïste, très personnelle. L'affaire paraît simple. Une femme abandonnée par son mari, partie refaire sa vie sous les tropiques. Mais les enquêteurs savent que Raphaël n'est jamais reparti à Madagascar. Ils décident alors de placer Simone discrètement sous surveillance. Et là, c'est la surprise. Depuis la disparition de Raphaël, Simone a un comportement assez étrange avec ses affaires personnelles, c'est-à-dire qu'elle se débarrasse de tout, elle se débarrasse de ses vêtements, elle donne la voiture de Raphaël. La voiture, il n'aurait jamais voulu qu'elle donne la voiture. C'était son Audi, il adorait sa voiture. Je trouve bizarre que Simone se débarrasse des affaires de Raphaël et de certaines choses auxquelles mon frère tenait énormément. Simone l'a déjà dit aux enquêteurs, elle est persuadée que son mari a tourné la page. Alors, elle fait le vide dans ses effets personnels. Il m'a dit oui, c'est pour Raphaël, il m'a dit que je peux tout débarrasser. Alors j'ai dit bon, si elle a eu des nouvelles, c'est que mon frère lui a dit de débarrasser, qu'il fallait qu'elle nettoie tout, mais tout. Elle va aller jusqu'à résilier la ligne téléphonique de Raphaël. En fait, on fait un peu comme s'il n'allait plus jamais revenir, ce qui ne manque pas d'étonner et d'interpeller. Un comportement plus que surprenant. Pourquoi cette femme fait-elle ainsi table rase des biens de son mari? Simone est convoquée une deuxième fois comme témoin par la gendarmerie. Les enquêteurs vont évidemment la confronter aux éléments. C'est très étrange. Elle va répondre en disant « Ben oui, moi je pensais qu'il ne reviendrait plus, etc. Voilà, mais j'ai rien à voir dans sa disparition. » Comme lors de sa première audition, Simone n'a rien d'autre à ajouter. Les gendarmes décident alors de creuser d'autres pistes. Et c'est là qu'ils font une découverte cruciale. En identifiant les appels téléphoniques de Raphaël, ils percent le secret de sa double vie. Ils contactent aussitôt Mireille, la mère de ses 2 fils, à Madagascar. C'est les gendarmes qui m'ont appelé et moi j'ai expliqué qu'il est parti, il n'a jamais retourné. Mireille Arissoa, compagne de Raphaël Lomoro. Il est bien parti le 14 décembre. Même ses camarades, il n'y a plus de ses nouvelles, ses copains. J'ai dit, je crois qu'il est là-bas. Les enquêteurs révèlent l'existence de cet autre foyer à la famille de Raphaël. Personne n'en savait rien. Pas même Mariette, sa sœur la plus proche. On est tombé des nues. Non. Mariette Vasse,
sœur de Raphaël Lomoro. Non, mais les enfants, non, on n'était pas au courant non plus. Ah non, on n'était pas au courant, on l'a su après. Raphaël n'avait jamais parlé de sa double vie à ses frères et sœurs. Bon, en tout cas, il a une vie familiale, une famille, depuis déjà très longtemps, depuis peut-être qu'il est installé à Madagascar. Quant à Simone, sa légitime épouse, connaissait-elle l'existence de cette deuxième famille ? Lorsque les gendarmes l'interrogent, elle leur répond très sereinement. Et en posant la question à Simone Lomoro, elle leur explique que oui, elle était au courant. Virginie Selvetti, journaliste. Et que c'est même Samantha qui l'avait découvert en fouillant un jour dans l'ordinateur de son père. Et effectivement, elle découvre dans son ordinateur des photos de lui avec une femme malgache et 2 enfants en bas âge. Dans l'esprit des gendarmes, un possible mobile commence à se dessiner. Et si, ayant découvert sa double vie à Madagascar, Simone s'en était prise à son mari ? Pour le savoir, il concentre tous les moyens d'enquête sur Simone et ses enfants. Et c'est l'une de ses filles qui va tout particulièrement attirer leur attention. Folklin, septembre 2007. 10 mois après la disparition de Raphaël. Filature, écoute téléphonique, surveillance bancaire, il n'est plus question de lâcher Simone. Manifestement, la mère de famille est très proche de sa fille, Samantha. C'est une petite blonde de 17 ans, très jolie, très entourée. Qui aime avoir de beaux habits, qui aime bien un peu la fête. Qui s'habille assez court, qui se maquille beaucoup, qui aime faire le show, elle est dans le spectacle. Alors, en épluchant les comptes de la famille, les enquêteurs s'aperçoivent que le train de vie a considérablement changé à Folklin depuis janvier 2007. En fait, ce sont les agissements de Samantha qui intriguent le plus les enquêteurs. La jeune fille utilise un moyen de paiement pour le moins inattendu, le propre carnet de chèques de son père, alors que celui-ci a disparu depuis des mois. Samantha signe des chèques à tout va. Ses amis, ses propres amis sont même étonnés qu'elle ait le chéquier de son père. Samantha va bénéficier pendant quelques semaines du chéquier de son père. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Et dépenser. Dépenser pour elle, dépenser en fringues, dépenser en fêtes. À ce moment-là, la petite Samantha, tous les regards se portent sur elle, quoi. Parce que c'est pas une famille qui roule sur l'or, normalement. Et ça n'est pas tout. Ce train de vie semble aussi profiter à Simone, sa mère. Pour les gendarmes, aucun doute possible, le compte en banque de son mari continue de fonctionner. Il y a eu 4 retraits d'argent. Dominique Rondu, avocat de la défense. Auprès de distributeurs avec la carte, effectivement, de Raphaël Lomoro. Et il n'y a pas besoin d'être un grand criminaliste. Martial Gagneux, avocat des parties civiles. Pour se douter que si les moyens de paiement de quelqu'un qui a disparu fonctionnent, c'est que quelqu'un les utilise. Il paraît donc assez évident que c'est Simone qui a effectué les retraits avec la carte bancaire de Raphaël. À partir de là, vraiment les enquêteurs se disent qu'il y a anguille sous roche. Pendant que l'étau se resserre sur la femme et la fille de Raphaël, les écoutes téléphoniques se poursuivent. D'autant que Simone réserve une nouvelle surprise aux gendarmes. Et alors ce que Simone a complètement oublié de dire aux enquêteurs, c'est que elle aussi, finalement, a quelqu'un dans sa vie, un dénommé François. C'est un homme qui a 59 ans, qu'elle a rencontré sur un site internet. Et à fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, donc on s'est aperçu que il venait dormir, il avait déjà des projets d'aménagement, de refaire toute la maison. Il s'installe chez elle. Parce qu'elle se sentait abandonnée,
Simone a remplacé son mari par son amant au sein du foyer conjugal. Mais quand les enquêteurs l'interrogent sur François, elle a une explication toute trouvée. Elle dira qu'elle a rencontré cette personne, dont elle dit d'ailleurs d'une manière assez touchante que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'attentionné. On peut comprendre cette liaison, on peut comprendre cette rencontre. Et alors là, pour les enquêteurs, la maîtresse, l'amant, la disparition, enfin tout ça, c'est un cocktail explosif. Un cocktail si explosif que dans les rangs de la gendarmerie, un scénario commence enfin à prendre tournure. On essaye d'échafauder effectivement des réflexions qui pourraient permettre de comprendre ou de se demander si Simone n'avait pas intérêt à faire disparaître son mari. Il y a trop d'éléments contre Simone. Si bien que le 13 novembre 2007, donc près d'un an après la disparition, elle est placée en garde à vue. Et Simone n'est pas toute seule. Sa fille, Samantha, et son amant, François, sont également interpellés. Gendarmerie de Forbach, en Moselle. Les enquêteurs ont beaucoup de questions à poser aux 3 suspects, et tout particulièrement à la mère de famille. Alors que Samantha et François sont interrogés dans des pièces séparées, le récit de Simone est toujours le même. Et il déclare une version proche de ce qu'elle a déclaré à Mariette, à savoir qu'elle est allée récupérer Raphaël avec sa fille, qu'ils se sont disputés, qu'il a disparu, qu'il n'a plus donné signe de vie. Sa version peut tenir. C'est quand même une femme qui voit son mari 2 fois par an, lui qui a manifestement pris son indépendance. C'est évident. Quant à Samantha, même discours. Elle et sa mère n'ont rien à voir, dit-elle, avec cette histoire. Lorsque Simone nie l'hypothèse selon laquelle elle serait à l'origine de la disparition de Raphaël, eh bien, Samantha, dans un autre bureau, un peu plus loin, dit exactement la même chose. Les enquêteurs s'interrogent. La mère et la fille se sont-elles concertées pour livrer la même version? François, l'amant de Simone, affirme lui aussi être étranger à la disparition de Raphaël. Il a même un alibi. Ce matin-là, il assistait à un cours de langue. Ils se rendent compte que François est bien inscrit à ce cours de tibétain. Son téléphone est coupé entre 8h38 et 10h46. Virginie Selvetti, journaliste. Mais au moment où le téléphone de François est rallumé, c'est-à-dire à 10h46, il borne non loin de l'université. Il est censé être sur les lieux de la faculté puisque son téléphone est là. Donc là, les enquêteurs se disent que très probablement, il dit la vérité et il suivait bien son cours de tibétain ce jour-là. François, l'amant, ne pouvait donc se trouver avec Simone à l'aéroport. Il est rapidement mis hors de cause. Pour autant, impossible d'obtenir quoi que ce soit de la femme et de la fille de Raphaël. Alors pour tenter d'en savoir plus, les gendarmes perquisitionnent la maison familiale. Et très vite, ils tombent sur des indices troublants. Et là, en arrivant, ils découvrent la carte vitale de Raphaël Lemoreau, la carte d'identité de Raphaël Lemoreau, une carte bancaire de Raphaël Lemoreau, le chéquier de Raphaël Lemoreau et l'ordinateur portable de Raphaël. Donc, ce type serait donc parti uniquement sans son téléphone, avec sa carte bleue qu'il utilise 4 fois et pas une fringue. Ça tient pas. Manifestement, l'explication de Simone s'effrite complètement. Malgré l'évidence, Simone n'en démord pas. Raphaël serait à Madagascar. Mais elle ignore que les gendarmes ont fait une autre découverte. Ils savent que son mari possédait des armes à feu. Elles seraient dans son coffre-fort chez lui, en France. Les enquêteurs savent que Raphaël avait un port d'armes et avait déclaré en préfecture 2 pistolets,
un 357 Magnum et un 22 long rifle. Seulement voilà, lorsqu'ils ouvrent le coffre, ils se rendent compte qu'il manque le 357 Magnum, une arme de gros calibre qui a tout simplement disparu du coffre. De mystérieux mouvements bancaires sur les comptes de Raphaël, ses affaires que l'on retrouve chez lui, et maintenant, cette arme à feu qui disparaît. Les enquêteurs ont enfin entre les mains les éléments concrets qui leur faisaient défaut. Et pour la première fois depuis le début de ces interrogatoires, Simone commence à vaciller. À partir de ce moment-là, les enquêteurs se disent que Simone a probablement éliminé son mari. Au bout de 36 heures de garde à vue, mise devant toutes ces contradictions, Simone finit par craquer. C'est pas non plus une foudre de guerre. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est pas un bandit international, Simone. Elle finit par avouer. Elle avoue avoir tué Raphaël. Mais avant de craquer, elle va demander aux gendarmes une promesse. Dominique Rondu, avocat de la défense. Celle qu'on ne place pas ses enfants, qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse en sorte qu'ils ne soient pas placés dans un foyer. Sous cette promesse, que vont faire d'ailleurs les gendarmes, que Simone va alors à ce moment-là dire comment elle a tué Raphaël. Et voilà ce qu'elle leur raconte. Le 15 décembre 2006, son mari a bien atterri à Roissy. Mais contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé, il n'est jamais reparti à Madagascar. Elle va reprendre son récit dès le départ, confirmer qu'elle était bien à Roissy. Elle rappelle effectivement que, à peine arrivé, Raphaël va l'insulter sur ses dents. Et puis, il se serait calmé et il se serait endormi sur la banquette arrière en s'allongeant la tête sur son petit coussin. Simone explique ensuite avoir pris l'autoroute A4 en direction de l'est de la France, avec sous son siège le pistolet qu'elle avait pris soin de cacher. Samantha, sa fille, est à ses côtés sur le siège passager. Et elle dit avoir roulé peut-être 1 heure. Elle s'arrête le plus doucement possible sur une aire d'autoroute. Et là, elle reconnaît, devant les enquêteurs, avoir pris le pistolet qu'elle avait glissé sous son siège. Raphaël dort encore comme un loir sur la banquette arrière. Et là, elle va se tourner, elle va pointer l'arme sur le visage de Raphaël et presque à bout touchant, elle va tirer. Simone indique avoir tiré un seul projectile. Raphaël, son mari, est mort sur le coup. Il ne s'est même pas réveillé. Une version que les enquêteurs doivent confronter à l'unique témoin du crime, Samantha, sa propre fille. Et là, Samantha va s'effondrer pendant plus de 10 minutes, mais elle va pleurer. Et elle va finir par donner elle aussi sa version des faits, concordante avec celle de sa mère. si ce n'est que elle, Samantha, dans sa version, raconte qu'elle a tamponné la plaie de son père avec un petit mouchoir. Virginie Selvetti, journaliste. Et qu'elle l'a recouvert d'une couverture. Elle raconte aussi qu'il y avait un peu de sang sur la vitre au moment du tir et qu'elle a essuyé la vitre. Ensuite, d'après leurs aveux, Simone et sa fille reprennent la route. Il leur reste 400 km à parcourir pour rentrer à leur domicile. Cela veut dire qu'elles font 4-5 heures de route avec un cadavre à l'arrière. L'autoroute A4 est fréquentée, il y a beaucoup de péages. Martial Gagneux, avocat des parties civiles. Beaucoup de contrôles douaniers, notamment lorsque l'on arrive dans la région mosellane. Il faut imaginer ces deux femmes
qui sont en train de rouler et avec le cadavre et du mari et du père derrière, quoi. Et elles vont l'emmener comme ça jusqu'à la maison. À leur arrivée à Folklin, le trajet s'est passé sans encombre. Simone vient de commettre l'irréparable. Et pourtant, cette mère de famille ne laisse rien transparaître. Elle raconte qu'elle arrive à 15h, qu'elle gare sa voiture dans l'allée de la maison. Et là, elle continue sa vie, comme si de rien n'était. Il y a même des amis qui viennent à la maison parce qu'ils préparent un anniversaire. Alors elle fait des cartes de vœux avec ses amis. Ensuite, elle va, quelques heures plus tard seulement, prendre le véhicule et monter dans le terrain qui se trouve à l'arrière de la maison. Elle va ouvrir la portière et elle va sortir le cadavre de son mari. Que faire maintenant du corps de Raphaël? Simone a eu tout le temps de mûrir son plan durant le trajet depuis l'aéroport. Donc là, le corps est allongé sur le sol. Elle va chercher des palettes de bois qu'elle dispose sur le corps, des linges, des vieux vêtements. Elle arrose le tout avec 5 litres d'essence, elle prend son briquet et elle met le feu. Simone explique que pendant 3 jours, le feu a brûlé, feu qu'elle n'aurait pas entretenu et qu'il aurait effectivement fallu 3 jours entiers pour aboutir à la disparition complète des restes de ce malheureux Raphaël. Malgré des recherches approfondies, les enquêteurs ne retrouveront jamais la moindre trace du corps de Raphaël. Mais sa famille restera hantée à tout jamais par les terrifiants aveux de Simone. Surtout Mariette, sa sœur adorée. Mais vous ne vivez plus. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. Moi, pendant des années, j'ai pas réussi à vivre, à surmonter ça. Il m'a fallu des années. Il a fallu me mettre devant la réalité. Je fais abstraction de la manière dont il a été... il est parti, on va dire. Je crois toujours qu'un jour il va revenir, qu'il va sauver, qu'il va dire « je suis là ». Même émotion à Madagascar, où Raphaël laisse 2 orphelins et une compagne inconsolable, Mireille, qui depuis presque 1 an pensait avoir été abandonnée par le père de ses enfants. C'est Mariette qui m'a appelée un soir, en pleurant. Mireille Arissoa, compagne de Raphaël Lomoro. Elle a dit comme quoi que son frère est mort, que son épouse l'a tué. Pour une mère de famille, c'est pas possible. Comment ça se fait une femme pourrait faire un acte pareil? C'est incroyable. On a fait tout notre possible pour réconforter notre sœur. Francis Arissoa, collaborateur et ami de Raphaël Lomoro. Parce que perdre une épouse, c'est comme si elle a perdu une partie de sa vie. Ouais. Entendue par le juge d'instruction le 15 novembre 2007, Simone Lomoro est mise en examen pour assassinat et incarcérée. Des indices qui s'accumulent et des aveux circonstanciés, mais toujours pas de corps, et une arme dont Simone se serait débarrassée. Pour consolider leur dossier, les gendarmes continuent l'enquête. Et à leur grand étonnement, Simone dit avoir des révélations à faire sur Raphaël, sa victime.
Elle a peur de lui et elle va tenter de justifier ou en tout cas d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a tué son mari en expliquant que celui-ci était un tyran. Quelqu'un d'autoritaire, qu'avec une personnalité très forte, assez impressionnante. Dominique Rondu, avocat de la défense. Et cette forte personnalité, selon Simone, a fait de lui un homme violent, tant à l'égard d'elle-même qu'à l'égard de ses enfants. C'est le coup de théâtre. Simone accuse Raphaël de violence conjugale et même de maltraitance envers leurs enfants. Pour Mariette, sa sœur, comme pour Mireille, sa compagne malgache, des accusations insensées. C'est pas possible que Raphaël, il va faire tout ça, c'est pas possible. Taper dessus, non, il a jamais levé la main. Il faut arrêter. Crier, oui, quand il s'engueulait. Mais elle, c'était pas pareil, elle criait aussi, hein, comme tout couple normal, quoi. Mais de là à dire qu'il a levé la main, non. Moi, si quelqu'un, il m'étousse, moi, je vais pas rester longtemps avec lui. Je pars tout de suite à la police. Entre Simone et les deux familles de Raphaël, deux scénarios inconciliables. Mais du côté des enquêteurs, une dernière question reste sans réponse. Que faisait Samantha avec sa mère le jour du crime? Pour tenter de le comprendre, les gendarmes organisent une reconstitution. Simone raconte que le matin, elle était partie de Folklin. Virginie Selvetti, journaliste. En emmenant l'arme, au cas où Raphaël s'en serait pris à sa fille. Samantha ajoute qu'elle a aidé sa mère à nettoyer le véhicule qui était plein de sang avec de la javel et du produit détergent pendant la nuit. Samantha était mineure au moment des faits. Elle sera donc jugée à part devant le tribunal pour enfants pour détérioration de scène de crime. À la fin de l'enquête, l'essentiel du scénario criminel paraît établi. Même si pour la famille de Raphaël, ce meurtre obéirait à d'autres motivations que la violence conjugale. Je crains malheureusement que le mobile ne soit qu'une histoire d'argent. Simone et Raphaël avaient un contrat de mariage, c'est-à-dire que dans un cas de divorce, elle perdait la maison. Et si jamais Raphaël décide de partir de la maison, Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Elle n'a plus rien. À un moment donné, le Raphaël, il a tout intérêt à mourir. Hein. Donc au terme de l'instruction, le juge va renvoyer devant la cour d'assises Simone pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, retenant ainsi la préméditation. Pourtant, le mobile financier n'est pas retenu contre elle par l'accusation. Le meurtre de Raphaël Lomoro était-il vraiment prémédité ? Ce sera le principal enjeu du procès de Simone. Le 18 mai 2010, 3 ans après le crime, elle se retrouve seule dans le box des accusés. Face à elle, la famille Lomoro au grand complet. Moi, je vais avec confiance. Je sais que les jurés vont nous suivre. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. Qu'ils ne vont pas croire tout ce qu'elle raconte, que le mobile, donc elle a dû le fabriquer. Et notre attente et l'attente de la famille de Raphaël. Martial Gagneux, avocat des parties civiles. Et de démontrer que nous sommes en présence d'un assassinat froid. Et dès le premier jour d'audience, Simone ne semble pas du tout impressionnée. Bien au contraire. Simone, droit dans ses bottes, un regard fixe, froid et glacial,
qui soutenait le regard de la famille Lomoro, les défiait même du regard tout au long de ce procès. Elle ne semble éprouver aucun remords, aucun regret. Elle ne leur présentera jamais des excuses. Et ça ajoute encore plus de colère pour la famille Lomoro qui ne supporte pas l'attitude de Simone. Reste que pour la défense, la thèse du geste prémédité ne tient pas. Face au juré, l'avocat de Simone ne cesse de le marteler. Sa cliente n'a pas préparé son crime. Pour la bonne et simple raison que si elle avait eu cette intention... Dominique Rondu, avocat de la défense. Elle n'aurait pas emmené Samantha. On peut imaginer qu'une mère aussi aimante ne voudrait pas lui faire subir une scène pareille. Donc moi j'ai toujours pensé que l'arme qu'elle avait prise était effectivement pour se défendre. Ah, vous emmenez une arme et vous préméditez pas le meurtre. C'est un peu gros quand même, non? C'était pour se protéger. De qui? De quoi? Non, là, ils nous ont pris pour des cons. Je suis désolée. Simone, quant à elle, campe sur ses positions. Elle vivait un véritable enfer conjugal. Son avocat décide alors de faire venir ses enfants à la barre. Et tous sont unanimes. Leur père était un homme violent. Le procès semble alors basculer. À l'heure des réquisitions, l'avocat général paraît avoir été ébranlé par le témoignage des enfants. Alors que Simone encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, celui-ci lui trouve des circonstances atténuantes. Qu'en sera-t-il des jurés? L'avocat général à la cour d'assises a requis une peine de mémoire de 10 ans, qui est une peine qui n'est pas une peine que l'on requiert contre un assassin. Parce qu'il a dit qu'elle était jeune et qu'elle pouvait refaire sa vie. On tue, c'est normal, le procureur, « Ah, vous êtes jeune, c'est pas grave, vous pouvez refaire votre vie. » Simone est finalement condamnée à 17 ans de réclusion pour l'assassinat de Raphaël. Pour les frères et sœurs de la victime, c'est le soulagement, même si tant de questions demeurent encore en suspens. On n'a pas le corps, on n'a rien, au moins la vérité. Et on n'a pas pu vraiment avoir la vraie vérité, parce que la vraie vérité, on n'en saura jamais. Mais déjà qu'elle a déjà 17 ans, déjà pour nous, quelque part, ça nous soulage. Un peu. Je ne veux pas dire complètement, mais un peu. Une affaire dans laquelle Samantha, la fille de Raphaël, sera condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour détérioration de scènes de crime. Simone, elle, est libérée en 2016, après 8 années de prison. Une peine qui n'effacera jamais le chagrin de la famille Lomoro. C'est une famille totalement détruite. Virginie Selvetti, journaliste. Il y a des enfants qui se sont retrouvés orphelins, sans maman, pendant 8 ans. Donc il y a eu des dommages collatéraux incroyables suite à la mort de Raphaël. Pour pouvoir accepter, que j'accepte pas encore. Mais j'essaye de parler de lui comme s'il était encore là, comme voilà, toutes les choses qu'on a faites. Mariette Vasse, sœur de Raphaël Lomoro. Il n'y a pas un jour où on parle pas de lui, où on dit pas tiens Raphaël il a fait ci, tiens Raphaël il aurait fait comme ça. Il n'y a pas un jour où voilà. Mais il est un autre endroit où le souvenir de Raphaël survit encore plus de 12 ans après sa mort. À Madagascar, dans la région de Tamatave. C'est là que vivent toujours sa compagne malgache, Mireille, et ses 2 garçons, devenus depuis des adolescents. Parce que les enfants, parfois, ils sont tristes quand même de ne pas avoir un père. Francis Arissoa, collaborateur et ami de Raphaël Lomoro. Et
Et ce serait bien d'en parler pour qu'ils puissent avoir un souvenir, même si c'est peu, mais ça les aide parce qu'ils sont à l'âge de comprendre qu'ils n'ont plus de père. Ça fait triste. Il est mort, mais il n'a pas de corps. Mireille Arissoa, compagne de Raphaël Lomoro. Il ne reste plus rien de lui, c'est ça qui me fait triste. Il mérite un bon enterrement quand même. L'affaire Raphaël Lomoro. Une douloureuse histoire, mais qui a permis de tisser de véritables liens d'affection entre les deux familles de la victime. L'une en France et l'autre à Madagascar. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.